Le président tunisien est arrivé ce jour à Bamako. Cette visite de 72 heures de Mohamed Monsef Marzouki est placée sous le sceau de l'amitié entre la Tunisie et le Mali. 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Elle est organisée en l'honneur des réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et apatrides afin de saluer leur envie et leur espoir en une vie meilleure. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République tunisienne, Mohamed Monsef Marzouki, est arrivé cet après-midi à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cette visite, Maliens et Tunisiens parleront surtout de l'économie et de la lutte contre le terrorisme. Il est prévu la signature de plusieurs conventions pour renforcer davantage l'axe Bamako-Tunis. Bourama Traoré, compte rendu. Poignée de main chaleureuse. Le président de la République tunisienne, Mohamed Monsef Marzouki, foule le sol malien pour la 2e fois. En septembre 2013, il a assisté à la cérémonie de prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette 2e visite officielle d'amitié et de travail est une confirmation des bons rapports entre la Tunisie et le Mali. Après l'exécution des hymnes nationaux, le président Mohamed Monsef Marzouki passe en revue un détachement de l'armée malienne et reçoit du coup les honneurs militaires, lesquels sont suivis des salutations du corps constitué malien. Sur place, le chef de l'État tunisien savoure quelques notes de la musique malienne. Le président tunisien est accompagné d'une forte délégation composée de ministres, d'opérateurs économiques et de conseillers à la présidence. Au cours de ce séjour, Tunisiens et Maliens vont d'abord parler de l'économie, de la politique et de la culture. J'ai déjà eu l'honneur de venir le 19 septembre dernier, lors de l'intronisation de mon frère le président. À l'époque, je me suis promis de revenir. Et effectivement, je suis revenu cette fois-ci avec une forte délégation d'à peu près une centaine de personnes qui sont des entrepreneurs, des hommes et des femmes, des entrepreneurs économiques, à la fois pour consolider donc les relations politiques bilatérales qui sont excellentes entre la Tunisie et le Mali, entre moi-même et mon frère le président, et bien entendu mettre en branle tout un processus d'échange économique, culturel, pour le bien de nos deux pays. Je voudrais ici affirmer de nouveau, encore une fois, l'amitié totale de la Tunisie pour le Mali, son soutien le plus absolu pour son intégrité territoriale, pour sa sécurité, pour sa stabilité, et l'espoir que moi-même et le président, que les deux classes politiques, les entrepreneurs des deux pays travaillent ensemble pour vraiment mettre en place une véritable coopération sud-sud transsaharienne entre ce que j'appellerais les nord-sahariens et les sud-sahariens. Outre les questions économiques et politiques, les présidents Marzouki et Keïta évoqueront la lutte contre le terrorisme. Un mal transfrontalier est difficile à combattre sans une synergie d'efforts. Il faut effectivement y aller ensemble, de façon déterminée et en s'adressant à la racine du mal. Parce que c'est aussi un symptôme, le terrorisme, qu'il faut combattre militairement et sécuritairement. Ça, il ne faut absolument pas se voiler l'esprit. Mais c'est aussi, quelque part, l'échec de l'économie, l'échec de l'éducation, l'échec aussi de la religion, du moins de cette religion que nous appelons de tout nouveau. Et il nous faut
revoir un peu tous nos fondamentaux pour justement en finir avec cette menace, cette vraie menace contre la paix, la stabilité, la démocratie, je dirais même la civilisation. Au programme de cette visite du président Mohamed Monsef Marzouki au Mali, une visite de l'exposition des manuscrits de Tombouctou au musée national. Les deux parties procéderont à la signature de plusieurs conventions. Le président Marzouki doit également s'adresser à l'Assemblée nationale. C'est dire que l'agenda du numéro 1 tunisien à Bamako est chargé. Les présidents maliens et tunisiens entendent donc renforcer la coopération entre les deux pays pour lutter contre le terrorisme. Ibrahim Boubacar Keïta qui dit recevoir un grand ami du Mali. Je vous propose de l'écouter au micro de Ibrahim Traoré. Monsef Marzouki, c'est un combattant. Un homme qui a passé 20 ans dans la privation de sa liberté en raison de son combat pour la démocratie dans son pays. Et cet homme a vu le peuple tunisien lui rendre justice en l'élisant massivement à la tête de ce pays. Et vous l'avez dit, vos questions étaient pertinentes. Aujourd'hui, nous affrontons les mêmes difficultés, les mêmes défis. La Tunisie est confrontée à un terrorisme récurrent. Le Mali y est plongé. Il y a donc là des sujets de progression commune, très forte. Et cela et les relations personnelles d'amitié que nous cultivons, Monsef et moi, depuis quand même quelques temps, sont à l'origine de ce voyage d'amitié et de travail. Et c'est avec le plus grand plaisir que je l'ai accueilli au nom de notre peuple malien. Le président tunisien qui va donc séjourner dans notre pays pendant 72 heures vient de recevoir le Premier ministre Moussa Mara qui rend ainsi une visite de courtoisie à l'hôte de marque du jour. Les deux personnalités n'ont pas manqué d'évoquer la dynamisation de la coopération entre le Mali et la Tunisie. Je vous rappelle qu'une forte délégation d'une centaine de personnes accompagne le président tunisien dans notre pays. Et le président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra ce samedi 21 juin à partir de 14h45 dans la salle Modibo Keïta. L'ordre du jour porte sur l'adresse de son Excellence M. Monsef Marzouki, président de la République tunisienne. Mise en place terminée à 14h30. Grâce au projet Bamako 2030, notre capitale va complètement changer de visage et devenir une métropole. Les choses semblent se préciser car les autorités politiques multiplient les démarches pour permettre à la capitale de faire face à la démographie galopante et contenir les 6 millions d'habitants prévus pour 2030. Cette action prioritaire sur cette modernisation vient d'être élaborée et soumise aux partenaires de la mairie du district de Bamako. Je vous propose de suivre le reportage d'Abdrahman Mega. Parti d'une simple idée il y a de cela 4 ans, voilà que les choses se précisent pour faire de la cité des Trois Caïmans, Bamako en 2030, une ville capable de contenir plus de 6 millions d'habitants avec des investissements adéquats et cela dans plusieurs domaines. Cet important projet avec ces 7 actions prioritaires ont été présentés hier au cours d'un dîner organisé par la mairie du district à l'intention de ses partenaires. C'est une étape dans une aventure que nous avons commencée en 2011 pour penser notre ville et son agglomération avec l'ensemble des concours aussi bien de l'État que de nos villes partenaires. Les 7 projets ainsi soumis à l'appréciation des participants concernent la réalisation d'un double port sec à la porte sud et est de la ville, notamment à Djalakorobougou et la zone économique de l'aéroport, la relocalisation de la gare routière de Sogoninko au-delà du carrefour de la Tour d'Afrique, tout en construisant à sa place un second équipement commercial. J'ai été très impressionné par cet exposé que j'apprécie. Et voici le genre d'exercice sur lequel on doit de plus en plus se mettre, parce que ça permet d'avoir non seulement une vision, de pouvoir projeter, mais de pouvoir investir. Autre projet inscrit dans cette vision, c'est aussi l'aération du centre historique de Bamako, avec à la clé garder le marché aux roses comme monument et espace public, libérer l'Assemblée nationale,
reconstituer une offre culturelle tout en aménageant à cet endroit un parcours touristique. Le projet prend également en compte la mise en place d'un anneau de transport collectif au niveau des deux rives. Maintenant, il faut être discipliné, faire en sorte que ce qu'on a planifié, qu'on le respecte, qu'on se donne les moyens nécessaires pour réaliser des investissements qui demanderont des centaines de milliards de francs CFA. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Dans le cadre d'une bonne collaboration entre la collectivité locale, l'État, les partenaires techniques au développement, mais aussi les Bamakois et le secteur privé, je pense qu'on peut arriver à atteindre ces résultats. Le projet prévoit également entre le pont des Martyrs et le pont Fad l'aménagement des espaces publics et d'une bande de 140 mètres entre les deux berges du Niger. La dernière action prioritaire expliquée au cours de cette rencontre, c'est l'engagement d'une étude de faisabilité en ce qui concerne notamment l'hydraulique, le remblai sur plusieurs centaines de mètres entre les deux ponts. Les années à venir, si on sait rester dans le cadre de ces plans et d'harmoniser un peu nos axes de travail, on peut réaliser de belles choses à Bamako, on peut rendre la ville véritablement vivable et la ville véritablement coquette et la ville véritablement harmonieuse. Pour la réussite de ces actions, le groupe d'experts a formulé des recommandations, notamment la mise en œuvre du projet de réforme du district de Bamako, le renforcement des compétences et des ressources financières de la ville, l'instauration d'un cadre de concertation entre l'État et les populations, et enfin l'élaboration d'un schéma directeur du Grand Bamako. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Danemark en fin de mission au Mali. Au cours des échanges, il a été question de la coopération bilatérale, de l'aide budgétaire, de l'appui humanitaire accordé au Mali, du renforcement de la formation et de l'équipement de l'Assemblée nationale. Nous écoutons l'ambassadeur du Danemark en fin de mission, micro de Rachel Tessougué. J'ai tenu, avant de quitter le Mali, de rendre visite à l'honorable Isaka Sidibé, le président de l'Assemblée nationale, pour lui remercier pour la coopération très bonne qu'on a entamée entre l'ambassade du Danemark et l'Assemblée nationale. On a parlé un peu sur la situation actuelle ici au Mali, le rôle qui peut jouer l'Assemblée nationale, mais nous avons aussi plus spécifiquement discuté les différentes possibilités d'une coopération renforcée entre l'ambassade du Danemark et l'Assemblée nationale. Je dirais que la coopération se porte très bien. Nous avons vécu une crise ensemble de 3 ans. La coopération danoise a augmenté d'une manière significative aussi pendant ces 3 années de crise. Nous travaillons ici au Mali dans de différents domaines. Comme je dis, on travaille avec l'Assemblée nationale dans le cadre d'un programme de bonne gouvernance. Nous travaillons dans le domaine d'eau et d'assainissement, l'agriculture, le secteur privé, et le Danemark fournit aussi un appui budgétaire général au Mali, au gouvernement. Les pourparlers exploratoires pour discuter des modalités du dialogue intermalien auront lieu en Algérie. Quant aux négociations proprement dites, elles auront lieu au Mali. L'information a été donnée cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. C'était lors d'un déjeuner de presse au Grand Hôtel de Bamako. Compte rendu, Mamari Koné. Au lendemain de sa participation au débat public du Conseil de sécurité de l'ONU consacré au renouvellement du mandat de la MINUSMA, le chef de la diplomatie malienne a rencontré la presse. Objectif du déjeuner de presse, solliciter l'appui des hommes des médias pour accompagner notre pays dans le processus de sortie de crise. Le conférencier du jour a fait le compte-rendu de 2 réunions qui se sont tenues entre le 14 et le 16 juin à Alger. Il s'agit de la 4e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le Nord et de la 3e réunion de concertation de haut niveau sur le processus de dialogue intermalien. À la lumière de ces 2 rencontres, toutes les conditions sont réunies pour aller aux négociations. Nous souhaitons, dans les semaines ou les jours à venir, en tout cas à partir du mois de juillet, qu'un dialogue direct pourra désormais se tenir entre le gouvernement du Mali et les mouvements et groupes. Ce qui se passe en Algérie, où avec la facilitation et les bons offices de l'Algérie, qui n'est pas médiateur dans cette crise, c'est qu'il s'agit de pourparlers exploratoires ou préliminaires qui permettent de créer une convergence de vues entre les parties et vraiment nous donner la feuille de route nécessaire qui va nous conduire vers les négociations et un accord final. Donc je crois que par rapport à ça, nous avons exprimé notre disponibilité à nous insérer dans le cadre de ce processus facilité par l'Algérie, avec le souhait que
le processus, un dialogue final et un accord final soient conclus ici au niveau du Mali. Autre centre d'intérêt de ce déjeuner de presse, la participation du ministre au débat public sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Selon Abdoulaye Diop, le mandat de la MINUSMA doit prendre en compte certaines attentes et préoccupations du gouvernement. Nous souhaitons que le mandat actuel de la MINUSMA puisse être renforcé et clarifié avec vraiment une mission et des objectifs spécifiques et quantifiables. Nous avons aussi souhaité que la MINUSMA puisse prendre en charge de façon adéquate le processus de cantonnement, surtout suite à l'accord de cessez-le-feu qui a été signé. Nous avons aussi souhaité que, premièrement, la MINUSMA puisse être délocalisée de Bamako, que l'essentiel des forces et de l'administration puisse être déployé plutôt au nord du Mali et non essentiellement à Bamako. Et pour vraiment être sur le terrain, là où il y a les menaces et là où il y a les défis. Le ministre a profité du déjeuner de presse pour rappeler les missions dévolues à son département, notamment dans le contexte actuel. Il s'agit entre autres de redorer le blason de la diplomatie malienne sur la scène internationale et de réaffirmer l'attachement du Mali à l'unité africaine. Abdoulaye Diop et son équipe entendent aussi promouvoir une diplomatie économique et culturelle. Les nuages qui planaient au-dessus des relations entre le Mali et le FMI se sont estompés et ont laissé la place à une entente cordiale venue à Washington pour aplanir les divergences de vues avec les partenaires du Fonds monétaire international. Le ministre de l'économie et des finances rentre à Bamako avec le sourire. Après 72 heures d'intenses échanges, les deux parties se sont compris et ont convenu d'un certain nombre de mesures. Au micro de Salif Sanogo, Mme Boiré Fili Sissoko fait le point de ces échanges avec le FMI, exprime sa satisfaction quant à l'issue des discussions. Globalement, oui, je pense que nous avons atteint les objectifs de la mission et je pense que c'était important pour nous parce que c'était quand même une grande mission qui était venue pour discuter dans le détail avec les experts du Fonds monétaire qui travaillent sur le Mali, sur les différents points de gestion financière pendant ces derniers mois-là qui n'étaient pas bien compris du Fonds et pas seulement du Fonds, d'autres partenaires qui nous accompagnent au quotidien. Donc par rapport à ces différents points, effectivement, le constat c'est une chose, la partie malienne a sa lecture, le Fonds a sa lecture, ça c'est plus important, mais nous sommes d'accord sur une chose, c'est qu'il faut qu'on aille de l'avant et qu'il faut qu'on encadre mieux la comptabilité publique et le code de passation des marchés pour qu'il n'y ait pas de marge pour certaines interprétations extensives. Cela a été très important de notre point de vue. Et là, je pense qu'on a trouvé des oreilles attentives. Nous-mêmes, on était venus déjà avec des avant-projets de texte qu'on avait regardés avec l'autorité de régulation des marchés publics, avec les services techniques, et sur lequel aussi on avait demandé l'avis du bureau de la Banque mondiale qui, finalement, avec le siège, ont aussi travaillé sur le document. Et au bout des sessions techniques qu'on a eues ici, je pense que cet arrêté de ça qu'il s'agit est bien profilé parce qu'il s'agit d'un arrêté qui encadre l'exécution, l'utilisation de l'article 8 du Code des marchés publics quand même qui prévoit des dérogations dans certaines conditions. Donc pour nous-mêmes, c'était important d'encadrer un pays comme le Mali aux ressources faibles et dans la dynamique actuelle de solidarité internationale que nous connaissons, c'était important pour nous de montrer que nous-mêmes on est soucieux de cela, on voudrait que les choses puissent se faire dans le cadre de transparence intégrale. Le deuxième volet, c'est par rapport à comment on traite les dépenses budgétaires, notamment les dépenses militaires. Je pense que c'est un problème que pas mal de pays de la sous-région connaissent. Là aussi, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de dispositifs d'encadrement en ayant en connaissance la spécificité du secteur, c'est vrai, mais faire en sorte qu'on évolue suivant les normes internationales en la matière. Et sur ce plan aussi, je pense que la mission a été une réussite. Le troisième volet, en fait, pendant de ces deux-là, c'est le projet de collectif budgétaire, c'est-à-dire la loi de finances rectificative qui doit quand même intégrer ces transactions qui étaient inattendues, qui sont venues en cours d'année, qui ont été transcrites dans le cadre de la réglementation existante, mais quand même qui, du point de vue de l'équilibre financier, demandait quand même qu'on fasse quelques rééquilibrages en termes de dépenses d'investissement. Cela a été fait.
Avant de quitter Bamako, on avait eu l'occasion d'envoyer déjà à nos collègues du fonds, aux partenaires du fonds, le budget révisé, le collectif rectificatif, avec des éléments d'arbitrage budgétaire qui étaient intervenus en amont avec les ministères sectoriels. Et en appui à cela, le tableau des opérations financières, comme vous le savez, qui est très très important comme indicateur, en plus des comptes économiques du budget, tout a été transmis et sur ce plan, on est en phase entièrement sur la façon dont nous avons traité ces dépenses inattendues du point de vue comptabilité. Donc l'écart de financement sur lequel on s'était accordé au mois de mars reste le même. Et sur ce plan, nous pensons que c'était une très bonne chose et pour nous c'était important de donner le signal que notre intention c'est pas de poser des actes à tort et à travers sans vraiment considération pour l'impact sur l'équilibre financier du pays. Voilà, nous pensons que c'était possible. Voilà le ministre de l'économie et des finances au micro de Salif Sanogo depuis Washington. Aujourd'hui, 20 juin, le monde célèbre la journée des réfugiés. L'édition 2014 a pour thème « Une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Au Mali, la commémoration a été marquée par plusieurs activités. La marraine de la cérémonie, Keita Aminata Meiga, l'épouse du président de la République, a renouvelé aux réfugiés l'accompagnement du Mali. Nyanya Aliou Traoré. Au Mali, ils sont 14 525 réfugiés. Ils viennent de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Centrafrique. Le Mali était d'abord pour eux une terre d'asile. Mais aujourd'hui, il est plus qu'une terre d'accueil. Je suis au Mali depuis 2004 et je viens de la RDC. Nous sommes très bien accueillis au Mali. Avec nos voisins, c'est vraiment les Djatikia. Sekadegena, j'aime bien. Un réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle. Consacrer une journée mondiale à ces millions de personnes arrachées à leur habitat quotidien relève d'une importance capitale. Une journée pour avoir une pensée pour ces millions de femmes et d'enfants déracinés, obligés de fuir leur domicile, leurs proches, leur pays, pour sauver leur vie. L'hospitalité malienne, appelée communément le Djatigia malien, a été largement saluée lors de la cérémonie. Occasion pour nos autorités de renouveler cet accompagnement constant à l'endroit de ceux qui ont choisi le Mali pour se reconstruire une nouvelle vie. Le gouvernement du Mali, malgré les adversités auxquelles notre pays est confronté depuis 2012, n'a ménagé aucun effort pour rester fidèle à ses engagements vis-à-vis des personnes relevant du mandat du HCR. C'est dans le souci de mieux protéger ces personnes qui ont choisi le Mali comme terre d'asile que la Commission nationale chargée des réfugiés a été créée pour redonner espoir. Le ministre a aussi rappelé le cas de milliers de Maliens réfugiés suite à la double crise que notre pays a connue en 2012. Pour la première dame, le thème de cette édition, une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop, l'interpelle triplement. D'abord, je suis une femme, ensuite je suis une mère et enfin je suis éprise de paix. Cette paix à laquelle aspirent tous les Maliens. Partout dans le monde, lorsqu'un conflit armé éclate, les femmes et les jeunes filles sont les premières victimes. Le viol est devenu une arme de guerre et le corps des femmes un champ de bataille. Très souvent, leur prise en charge est laissée aux humanitaires. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute la reconnaissance et la gratitude du Mali à l'endroit du HCR pour avoir initié ces dernières années une série de programmes spécifiques. Grâce à ces programmes, des centaines de femmes apprennent à lire et à écrire. Keita Aminata Meiga n'a pas manqué de lancer un vibrant appel à la communauté nationale et internationale pour une préservation durable de la paix à travers le monde. Les artistes du jour, qui sont en grande partie réfugiés, ont ajouté une touche particulière à cette commémoration. Une visite de stand exposant des produits fabriqués par les réfugiés a mis fin à cette cérémonie.
Les membres du comité du dialogue inclusif se sont rencontrés pour la deuxième fois pour la validation des orientations priorité résilience pays Mali organisée par le ministère du développement rural. La rencontre examine l'état d'avancement du processus Agir au niveau de la sous-région et les orientations priorité résilience pays issues de l'atelier de Selengue. Temogo Sagara. Cette deuxième rencontre a réuni autour du ministre du Développement rural les partenaires techniques et financiers, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, l'Alliance globale pour la résilience Agir, la société civile et l'ensemble des acteurs du monde rural. Elle vise à examiner et valider les priorités résilience pays, c'est-à-dire réduire considérablement l'assistance alimentaire et atteindre l'objectif faim zéro dans les 20 prochaines années. Il nous revient quelquefois des chiffres qui effraient. Quand on dit qu'au Mali, nous avons à peu près 10,4% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition globale et aiguë, et que 27% accusent un retard de croissance, que 51% des femmes enceintes ou allaitantes sont anémiées. Des milliers d'agriculteurs familiaux dont les moyens d'existence sont si aléatoires qu'au sortir de la campagne agricole, bonne ou mauvaise, ne pourront pas stocker suffisamment de céréales pour boucler l'année. Les partenaires techniques et financiers se réjouissent des progrès réalisés par le Mali depuis le lancement du processus de dialogue inclusif pays au Mali le 21 mars dernier. Le groupe du PTF salue l'engagement du gouvernement du Mali et de faire renforcement de la résilience des populations vulnérables, une de ses stratégies multisectorielles. Il félicite le gouvernement pour son appui à la conduite du dialogue inclusif visant à formuler des priorités de résilience pays pour le Mali. Le PTF réitère leur accompagnement dans la recherche des réponses adéquates aux priorités identifiées en matière de renforcement de la résilience des populations maliennes. À l'issue de la rencontre, les partenaires formuleront des recommandations qui serviront à rédiger le rapport provisoire des priorités et résilience pays PRP Agir. Le ministère de la Justice et ses partenaires techniques et financiers sont depuis ce matin en séance de travail. L'ordre du jour porte sur les observations des bailleurs, des observations qui concernent la politique de réforme judiciaire, la lutte contre la corruption et le programme de travail 2014. Caribou Pérou. L'architecture de la justice malienne présente actuellement de nombreux archaïsmes. Le temps est venu, selon Maître Batili, de corriger ces vieilleries pour sa meilleure adaptation aux besoins de notre société. C'est le nouveau chantier ouvert par des ouvriers des droits et leurs partenaires techniques et financiers. L'institution judiciaire est une institution de sécurité. Elle doit pouvoir apporter aux citoyens la sécurité. Sécurité dans les transactions que les citoyens entre eux font. Sécurité des biens possédés par les citoyens et les citoyennes. La sécurité de leur personne, tout simplement. Donc à cet égard, il faut améliorer la performance des décisions de justice. Soumettre les juridictions au jugement des justiciables, c'est-à-dire les évaluer à partir des attentes de la société civile, est pour les partenaires techniques et financiers le passage du concept à l'action judiciaire. Nous sommes des partenaires, mais il est clair que des avancées considérables ont eu lieu dans les dernières semaines qui nous permettent maintenant de vraiment dynamiser et structurer le travail que nous ferons comme partenaires techniques et financiers en appui à ces démarches de la partie gouvernementale. L'indépendance de la justice, la formation, la consolidation du cadre juridique, la question de l'accès des justiciables à la justice, l'égalité entre femmes et hommes permettront au Mali de lutter contre le phénomène de la corruption d'une part et de répondre à la promotion des droits de l'homme d'autre part. S'approprier les meilleurs moyens de contrôle et de distribution des engrais, pesticides, semences et vaccins vétérinaires, c'est le but de cet atelier qui vient de démarrer. Il est organisé par l'USAID à travers le programme de développement de droit commercial du ministère américain du Commerce et de ses partenaires. Le compte-rendu de Nuhun Sissoko. Ces produits vont des engrais aux semences en passant par les herbicides et les vaccins vétérinaires.
Le but de cet atelier, c'est vraiment d'aboutir à des solutions concrètes qui peuvent permettre à toutes les parties prenantes, des agriculteurs jusqu'aux douaniers ou même aux magistrats, à prendre donc des actions qui vont permettre la prévention et même l'éradication de ces produits. Un pays comme le Mali compte sur la production agricole, aussi bien pour un usage domestique que pour l'exportation. Il est donc capital qu'il y ait un bon système de surveillance de distribution des produits agricoles ainsi qu'une importante sensibilisation de l'opinion publique. Les meilleures pratiques de contrôle de ces produits et leurs effets néfastes sur la santé, l'environnement et la sécurité alimentaire seront au centre des échanges. Pour le représentant du ministre du Développement rural, cette approche rime avec la politique du département. Le secteur rural constitue le socle de l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans une logique de développement durable. Il est au centre des orientations d'une politique qui vise la valorisation des produits agricoles. Cet atelier de jour regroupe les responsables de structures et organisations œuvrant dans le secteur agricole au Mali, ainsi que des experts internationaux intervenant dans le domaine des intrants agricoles. Traumatologie routière et urgences infectieuses, c'est le thème du 3e congrès ordinaire de la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Mali. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au CICB. C'était en présence de notre reporter Al-Husseini Touré. Plusieurs exposés d'experts vont marquer ce 3e congrès de la Société d'anesthésie du Mali. Les accidents de la voie publique, textes réglementaires et mesures de prévention, l'organisation de la médecine préhospitalière au Mali, problématiques et perspectives, la prise en charge du polytraumatisé, point de vue de l'anesthésiste réanimateur, tels sont entre autres les thèmes exposés au cours de ces jours de congrès. Il faut rappeler que le Mali compte environ un médecin anesthésiste pour 1 million d'habitants, une proportion très faible au regard des normes internationales. Si d'énormes progrès techniques et pharmacologiques ont été réalisés pour améliorer la prise en charge des patients en milieu d'anesthésie en soins intensifs et en urgence, cependant des problèmes demeurent dans notre pratique de tous les jours. La prise en charge de ces pathologies en anesthésie, réanimation et en médecine d'urgence au Mali n'est assurée que par 13 médecins anesthésistes, 1 médecin urgentiste et 90 assistants médicaux en anesthésie pour une population estimée à 14 millions. Des préoccupations auxquelles le gouvernement s'est dit très sensible. Votre 3e congrès s'est fixé, entre autres, comme objectif de faire l'état des lieux de la prise en charge des traumatisés de la route au Mali, de favoriser les échanges entre les différents acteurs de la prise en charge des traumatisés de la route, d'actualiser les savoirs sur les outils de prise en charge diagnostique et thérapeutique des urgences infectieuses aiguës, de sensibiliser les participants sur l'enjeu de l'utilisation des anti-infectieux, de développer les concepts de sécurité au bloc opératoire et la réhabilitation post-opératoire. Je puis vous assurer que ces objectifs sont jugés pertinents par le ministère et y cadrent parfaitement avec les orientations du département contenues dans le programme d'action gouvernementale 2013-2018. Le 3e congrès de la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Mali a enregistré la participation d'éminents spécialistes de la question, à savoir le Dr Sidi Yahya Touré, président d'honneur de l'association, et le professeur Mbaye Kane, vice-président de la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique noire francophone. En 4e région, le ministre de la décentralisation a rencontré hier jeudi les autorités administratives et politiques de la région de Ségou. Lors du jour de la rencontre, a porté sur l'état des lieux de la décentralisation dans notre pays. Compte rendu Kandesila. La rencontre de Ségou vise à faire un état des lieux de la décentralisation à la lumière des États généraux tenus au mois d'octobre dernier à Bamako, mais également susciter un débat pour la mise en œuvre efficiente de cette décentralisation. Le ministre en charge du département a vite planté le décor de cette rencontre. Il faut approfondir la décentralisation au niveau local, dans les communes, corriger les lacunes qu'on voit aujourd'hui, et deuxièmement, il faut aller à l'étage au-dessus à travers la régionalisation. Des débats, il y en aura certainement, car dans la région comme ailleurs, même si plusieurs acquis ont été enregistrés par les collectivités, elles restent confrontées à des contraintes majeures. Sans le transfert des ressources,
la mise en œuvre des compétences devient très difficile. Parce que quand on dit le personnel des collectivités est faible, c'est parce qu'ils n'ont pas de ressources pour les payer. Quand on dit la qualité du personnel n'y est pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de ressources pour payer la qualité qu'il faut pour la mise en œuvre de ces compétences-là. À la matière, la vision du département et des plus hautes autorités est d'aller à court terme vers une régionalisation avec des moyens conséquents. La décision politique a été prise que d'ici 2018, 30% des ressources budgétaires vont être dépensées dans les collectivités. C'est une décision importante. Je crois que c'est par des mesures comme ça qu'on va avancer. À la lumière de ces débats, des propositions et recommandations utiles vont contribuer à la mise en œuvre efficiente de la régionalisation, une étape de renforcement des organes régionaux dans la maîtrise du développement de leur territoire. Et nous restons dans la région de Sikasso où s'est tenue une journée de réflexion sur les procédures administratives et de contrôle de passation des marchés. C'est une initiative du PACT, Programme d'appui aux collectivités territoriales. Kandesila. Offrir des services de base de qualité à la population à travers un suivi rigoureux des investissements sur le terrain, c'est l'objectif de cette rencontre qui regroupe les sous-préfets du cercle de Ségou et l'ensemble des responsables des collectivités. La rencontre fait suite à une mission effectuée sur le terrain et qui a fait un état des lieux de la passation des marchés et du processus de maîtrise d'ouvrage des communes du cercle de Ségou. Seulement 13% des collectivités ont pu être un peu à la hauteur par rapport aux aspects techniques. Et 33% ont satisfait quelque peu les démarches administratives en la matière. Donc, vous voyez, c'est un taux très bas. Nous visons surtout à travers cette démarche d'accomplir au niveau des populations leurs attentes par rapport vraiment aux enjeux, aux principaux enjeux de la décentralisation. Les différents acteurs mettront cette journée à profit pour dégager les points forts de la maîtrise d'ouvrage des communes, mais également les points à améliorer. L'investissement fait par les collectivités est une bonne initiative parce que ça permet aux maires de s'auto-évaluer. À l'issue de la rencontre, des recommandations seront dégagées pour améliorer les paramètres retenus pour contrôler les communes. Des paramètres relatifs aux aspects administratifs, financiers et aux aspects techniques dans les passations de marchés et de maîtrise d'ouvrage. On note que la démarche a bénéficié de l'appui du pacte, le programme d'appui aux collectivités territoriales. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Amadou Sankari, je serai là pour la grande édition du soir. Excellente nuit à tous.